La première chose que j'ai remarquée, c'était le plafond, blanc, moucheté, et inconnu. Un bip faible résonnait près de ma tête. Ma bouche était sèche, ma gorge irritée. Quand j'ai essayé de bouger, une douleur fulgurante est partie de mes hanches jusqu'à mes jambes, m'arrêtant net. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de chasser le brouillard de ma vision. Mademoiselle Monroe? La voix d'une infirmière est venue doucement de ma gauche. Vous êtes en salle de réveil. Vous êtes restée inconsciente pendant 2 jours. Son badge indiquait Camille. Elle a ajusté ma perfusion, vérifié le moniteur, et m'a tendu un peu d'eau avec une paille. Mes lèvres se sont fendillées autour. J'ai avalé, puis j'ai murmuré d'une voix rauque. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident de voiture. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Vous avez été percuté de côté à grande vitesse. Elle a marqué une pause. Vos jambes, elles ont toutes les deux été fracturées. Vous avez été opéré. Des tiges métalliques ont été posées pour stabiliser les fractures. J'ai fermé les yeux. Cela expliquait la lourdeur engourdie sous les couvertures. Vos parents ont été prévenus immédiatement, a-t-elle ajouté. Ils sont passés rapidement. Ils ont laissé quelques affaires. Ils ont dit qu'ils prenaient un vol. Un vol? Elle a hoché la tête. Ils n'ont pas donné de détails, juste dit qu'ils quittaient le pays. Mes doigts ont frôlé le plateau à côté de moi. Mon téléphone. Camille m'a aidé à le prendre en main. L'écran s'est illuminé de notifications, mais une seule a retenu mon attention, un message vocal de ma mère, enregistré à 7h42 ce matin-là. J'ai appuyé sur lecture. Coucou, ma chérie. C'est maman. Juste pour te dire qu'on est à l'aéroport, on embarque pour notre vol vers la Nouvelle-Zélande. Sa voix était enjouée, comme si elle annonçait un brunch. On avait ce voyage en tête depuis longtemps, et comme Ivy est entre 2 boulots, on s'est dit que ce serait sympa de l'emmener. Un silence, puis des rires étouffés en arrière-plan. La voix de mon père a traversé, lointaine, mais distincte. Dis-lui de ne pas appeler. Les frais d'itinérance sont horribles. Ah oui, ne nous appelle pas pendant qu'on est à Queenstown, d'accord? L'hôpital a notre adresse mail en cas d'urgence. On revient dans 3 semaines. Bisous. Je suis restée figée, le téléphone dans la main. 3 semaines. Queenstown. Ivy. Et ne pas appeler. Le moniteur cardiaque s'est emballé. Camille a levé les yeux. Ça va? J'ai hoché la tête, trop choquée pour parler. La vérité s'est installée lentement, comme un bleu qui se forme sous la peau. Ils savaient que j'étais là. Ils étaient venus pendant mon inconscience. Et puis ils sont partis, en vacances. Avec Ivy. Mes jambes étaient cassées. Mon corps maintenu par du titane. Mais la douleur qui a jailli dans ma poitrine n'était pas physique. Elle était nette, tranchante, définitive. J'ai tourné le visage vers le mur, loin de Camille, silencieuse, tandis que des larmes glissaient lentement sur mon oreiller. Je pensais que ma famille était normale. On avait une maison à 2 étages à la périphérie de Portland, un jardin plein de murs, et une vieille balançoire que mon père avait construite quand j'avais 6 ans. Les dîners étaient pris à table. Les tâches ménagères réparties sur un tableau. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais il y avait toujours des lignes silencieuses, invisibles à ne pas franchir. J'étais la discrète. L'ordonnée. La fiable. L'étudiante. Ivy, c'était l'étincelle désordonnée, bruyante, toujours pardonnée. C'était la petite dernière, l'accident, comme aimait plaisanter maman. Née 4 ans après moi, mais traitée comme une princesse dès le premier jour. Je ne me souviens pas d'avoir ressenti du ressentiment. Pas exactement. J'ai simplement appris très tôt que si quelque chose devait être fait, je devais le faire moi-même. C'est resté à l'école. J'ai obtenu une bourse complète à l'Oregon State, étudié l'informatique, obtenu mon diplôme en avance. Personne n'est venu à la remise des diplômes parce qu'Ivy avait la répétition générale de son spectacle de danse. Je n'ai pas protesté. J'ai juste encadré mon diplôme et envoyé une carte de remerciement au service des bourses. À 25 ans, j'ai décroché un emploi chez Dynatrace, puis un poste dans une start-up prometteuse au centre-ville de Portland. J'ai acheté un petit appartement avec ma prime d'embauche. Je me souviens de maman qui pleurait sur FaceTime, me disant à quel point elle était fière, à quel point elle et papa avaient toujours cru en moi. Quelques mois plus tard, papa a évoqué une retraite anticipée. Il disait que le dos de maman lui faisait mal, que les budgets scolaires étaient serrés. J'ai proposé mon aide,
Et ils ont accepté, comme s'ils n'attendaient que ça. Puis est venue la première reconversion d'Ivy. Elle a quitté son poste en marketing pour se lancer dans l'événementiel. J'ai payé son certificat, puis une nouvelle garde-robe. Puis une deuxième reconversion, l'école culinaire. Puis la photographie. Puis autre chose, que j'ai cessé de suivre. Elle ne gardait jamais rien plus de 6 mois. Leur maison a été repeinte. Ils ont installé une cheminée à gaz. On fait des voyages à Napa. À Santa Fe. Ivy a eu un traitement Invisalign. Moi, je recevais des emails intitulés « Juste un petit manque ce mois-ci ». Je disais toujours oui. Ils me disaient que j'étais généreuse, équilibrée, le ciment de la famille. Et pendant longtemps, je les ai crus. Je croyais que l'amour, c'était donné. Je croyais que le soutien était inconditionnel, même quand il ne circulait que dans un seul sens. Jusqu'à ce que j'ouvre l'application de ma banque 2 jours après l'opération et que je réalise jusqu'où cette croyance m'avait menée. 3 jours après l'opération, j'ai demandé à Camille de m'apporter mon ordinateur portable. Je lui ai dit que je devais consulter mes emails professionnels, mais en vérité, je cherchais des réponses. Les antidouleurs rendaient l'écran flou au début, mais j'ai tenu bon, me connectant à mon compte bancaire avec des doigts tremblants. Les chiffres n'étaient pas surprenants. Juste accablants. Rien que le mois dernier, j'avais transféré $2000 à mes parents pour les dépenses de la maison. $500 de plus étiqueté Ivy préparation au travail. Et 8 cents pour couvrir le paiement de leur SUV. Il y avait les factures. Les abonnements. Même leurs courses livrées à domicile. En tout, $9800 avaient quitté mon compte ce mois-là, discrètement, automatiquement. J'ai ensuite ouvert le portail de ma carte de crédit, et j'ai senti mon estomac se tordre. Une charge de $1247 émanant de Southern Ski Travel Company. Postée 2 jours après l'accident. Ma carte de crédit. Leurs vacances. Je suis restée à fixer cette ligne comme si elle pouvait disparaître. Mais elle n'a pas disparu. Alors j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai consulté le compte Instagram d'Ivy. Elle n'avait pas posté grand-chose pendant le vol, mais une fois arrivée, son fil s'est animé. Une photo d'elle en peignoir douillet, tenant une flûte de boisson pétillante sur un balcon avec vue sur un lac, le lac Wakatipu, si mes souvenirs de géographie étaient bons. Journée spa avec la famille. Kehonstown est magique. Meilleur voyage de tous les temps flûte à champagne #Chata Sister Sponsorship. L'image suivante montrait mon père lors d'une visite de vignoble, faisant tournoyer du rouge dans un verre à pied. Puis ma mère, portant de grandes lunettes de soleil de designer, rayonnante devant une boutique, les bras chargés de sacs. Ivy de nouveau, cette fois à Califourchon sur un vélo de location. Légende, quand le travail de ta sœur finance ta liberté. Je ne me suis pas sentie en colère. Pas encore. Juste glacée. Engourdie d'une manière qui n'avait rien à voir avec les antidouleurs ou l'anesthésie. Ce n'étaient pas des étrangers. C'était ma famille. Ceux dont j'avais pris soin, mois après mois, année après année. Et pendant que j'étais inconsciente dans une unité de traumatologie, ils goûtaient des pinots noirs et me taguaient dans des légendes. Comme si j'étais une généreuse marraine d'entreprise. J'ai quitté Instagram et ouvert le tableau Excel que j'utilisais pour suivre les dépenses familiales. La dernière colonne avait été mise à jour 2 jours avant l'accident. J'y avais même noté un rappel pour augmenter l'allocation mensuelle de maman. Car elle disait que la facture de chauffage était plus élevée cet hiver. J'ai fixé cette note jusqu'à ce que ma vision se brouille de nouveau. Pas à cause de la douleur cette fois, mais à cause de quelque chose de plus profond. Je leur avais tout donné, du temps, de l'argent, ma confiance. Et ils l'avaient empaqueté dans des valises. Avaient monté à bord d'un avion. Et avaient trinqué à leur liberté quelque part au-dessus de la mer de Tasman. J'ai refermé l'ordinateur et les posé sur le plateau. Camille est revenue quelques minutes plus tard avec un sourire doux et une dose de quelque chose de plus fort. Essayez de vous reposer, dit-elle en ajustant mes couvertures. J'ai hoché la tête, mais le sommeil ne venait pas. Mon esprit avait déjà commencé à dresser une liste que je ne savais pas que j'aurais un jour besoin de faire. La première fois que j'ai prononcé le mot fraude, Camille n'a pas scié. Elle a simplement demandé. Voulez-vous que j'appelle l'assistante sociale de l'hôpital? C'est ainsi que j'ai rencontré Monsieur Reyes, doux mais perspicace, avec le genre de calme qu'on souhaite avoir dans une pièce quand tout semble prendre feu. Je lui ai tout raconté. Comment mes parents avaient accès à mes comptes. Comment je couvrais leurs dépenses depuis des années. Comment ils avaient utilisé ma carte de crédit pour partir en Nouvelle-Zélande 2 jours après que j'ai failli mourir.
Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes lentement, de façon méthodique. Quand j'ai fini, il m'a regardé et a dit: Vous n'êtes pas folle. Et vous n'êtes pas seule. Il m'a aidé à contacter le service des fraudes de ma banque. Camille s'est assise à côté de moi pendant que j'expliquais les frais non autorisés. J'ai annulé la carte qu'ils avaient utilisée et commandé de nouvelles cartes. J'ai changé tous mes mots de passe. Révoqué tous les accès. Puis sont venus les virements automatiques. Chaque paiement programmé à mes parents. Chaque versement récurrent sur les comptes professionnels d'Ivy. Annulé. Mes économies, ce qu'il en restait après des années de dons silencieux, furent transférées vers un nouveau compte dans une autre banque. Une banque dont il n'aurait jamais connaissance. Monsieur Reyes m'a aidé à rédiger une déclaration écrite pour l'équipe chargée des fraudes et à me mettre en contact avec des ressources juridiques, au cas où la situation dégénérerait. Mais le moment le plus satisfaisant arriva à la fin, le vol retour. Je me souvenais de la confirmation par email, enfouie quelque part dans le désordre numérique envoyé à moi, car ma carte bancaire était enregistrée. Il m'a fallu 10 minutes pour la retrouver. J'ai cliqué sur le lien. Et voilà, Houston vers San Francisco, mercredi prochain. 2 adultes. Un surclassement pour Ivy. Un simple clic, annuler la réservation. Êtes-vous sûr? J'ai cliqué sur oui. Le remboursement partiel est apparu sur ma carte immédiatement. Un petit ping discret, comme un point final à une phrase que je ne savais même pas que j'étais en train d'écrire. Ils m'ont dit de ne pas appeler, dis-je doucement, en me tournant vers Camille. Alors je ne le ferai pas. Elle a souri, non pas avec pitié, mais avec une certaine détermination. Dis-moi si tu veux que je t'aide à rédiger un email à la compagnie aérienne. On peut préciser que la carte a été utilisée sans autorisation. J'ai hoché la tête, inspirant profondément. L'air semblait plus clair. Ce soir-là, tandis que le ciel dehors prenait une teinte ambre douce, je suis restée allongée à fixer le plafond, comptant à rebours chaque service que j'avais rendu. Chaque fois où j'avais dit oui alors que je voulais dire non. Je ne me sentais pas héroïque. Je me sentais vidée. Mais pas brisée. Il m'avait laissé dans un lit d'hôpital et avait pris un vol vers une vie qu'il pensait que je financerais toujours. Mais j'apprenais que le silence pouvait parler plus fort que n'importe quelle dispute. Les emails ont commencé à 2h07, heure de Portland. J'étais à moitié endormie, flottant dans un brouillard médicamenteux, lorsque mon téléphone a vibré 2 fois. Puis encore. Camille m'avait rappelé d'éteindre les notifications, mais je ne l'avais pas écouté. Une part de moi attendait ce moment. L'objet de l'email de mon père disait: Qu'est-ce qui se passe, bon sang? À l'intérieur. On est bloqué à Houston. Nos cartes sont refusées. La banque dit que le compte est verrouillé. C'est cruel, Talia. Nous sommes tes parents. 2 minutes plus tard, ma mère a suivi avec le sien. Je ne sais pas ce que c'est que cette phase, mais ça doit s'arrêter. Tu dois appeler la banque et annuler ce que tu as fait. Ce n'est pas normal. On t'a élevé mieux que ça. Puis Ivy a ajouté: Sérieusement? Tout ça à cause d'un accident de voiture? Tu exagères. Tu vas t'en sortir. Les infirmières sont payées pour ça. On est coincé ici et c'est de ta faute. Chaque message était une variation différente de la même mentalité d'appropriation. Le choc déguisé en inquiétude. Le contrôle maquillé en bienveillance. J'ai transféré les 3 messages au contact juridique que Monsieur Reyes m'avait recommandé. Je n'avais pas besoin de me justifier. La trace écrite le faisait à ma place. Je suis restée longtemps à fixer le message d'Ivy. Tu vas t'en sortir. Les infirmières sont payées pour ça. Comme si ma convalescence n'était qu'une ligne sur une facture. Comme si être cloué à un lit avec des tiges dans les jambes n'était qu'un petit désagrément budgétaire. J'ai cliqué sur « Répondre ». Les limites sont gratuites. Et tu viens d'en toucher une. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des semaines. Pas de la satisfaction, exactement, juste de la clarté. D'autres emails ont suivi. Papa m'a accusé d'être mentalement instable. Maman a dit que je réagissais par colère car j'étais émotionnellement fragile. Ivy a réessayé avec du sarcasme. Apparemment, Houston n'était pas assez pittoresque pour te détendre. Je n'ai plus lu après ça. Le matin venu, j'avais bloqué leur numéro. J'ai laissé la boîte mail ouverte non pas pour discuter, mais pour garder une trace. S'ils voulaient aller plus loin, j'étais prête. Camille a apporté le petit déjeuner vers 8h.
J'étais silencieuse pendant qu'elle réajustait mes oreillers, et elle n'a rien demandé, elle a juste posé le plateau délicatement, versé le café, et m'a rendu mon téléphone comme si celui-ci pesait quelque chose. Ils ont écrit, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Beaucoup. Elle n'a pas demandé ce qu'ils avaient dit. Elle s'est juste assise à côté de moi, appelé une orange, et a déposé les quartiers sur une serviette entre nous. Je mâchais en silence, lentement, régulièrement. Ce soir-là, le soleil se couchait derrière les stores de l'hôpital, baignant la chambre d'une lumière dorée et paisible. Je parcourus une dernière fois ma boîte de réception et supprimai le message d'Ivy. Non pas par pardon, mais parce qu'il ne méritait plus de place en moi. Leur silence, après ça, n'était pas la paix, mais il était plus calme que le vacarme qu'ils avaient toujours fait. Ils se sont présentés sans prévenir un mercredi. L'infirmière en chef appela ma chambre juste après midi, la voix tendue. Vos parents et votre sœur sont en bas, dit-elle. Ils sont bouleversés. Je demandai à Camille de rester avec moi. Elle n'hésita pas une seconde. Elle apporta une chaise supplémentaire et se tint à mes côtés pendant que je redressais le dossier du lit, essayant d'avoir l'air plus forte que je ne me sentais. Ils sont entrés en trombe, les yeux plissés, les bras croisés, les voix déjà hautes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lança maman en se précipitant au pied du lit. Tu as une idée de ce que tu nous as fait vivre? Enchaîna papa. Coincé dans un pays étranger, humilié devant nos amis, on a dû emprunter de l'argent pour rentrer. Tu as couvert cette famille de honte. Ivy restait près de la porte, ses lunettes de soleil toujours remontées dans ses cheveux. Tu en as vraiment profité de ce crash, hein? Camille fit un pas en avant. Si quelqu'un hausse encore la voix, je fais venir la sécurité. Vous êtes dans un hôpital. Cela les fit taire au moins un instant. Je pris une profonde inspiration et attrapai le dossier en carton posé sur mon plateau. Voici les conditions, dis-je. Préparé par mon avocate. Papa ricana. Des conditions? Qu'est-ce qu'on est pour toi, tes employés? Je l'ignorais et poursuivis. Un paiement de transition unique. Plus de soutien mensuel. Plus de comptes partagés. Si vous voulez entretenir une relation avec moi, ce sera par l'intermédiaire d'un médiateur familial agréé. Sinon. Sinon quoi? Coupa Ivy. Tu vas faire comme si tu étais orpheline maintenant? Sinon, répondis-je calmement, nos chemins se séparent. Maman tendit la main vers les papiers, mais ne les lut pas. Elle secoua simplement la tête. Ce n'est pas toi, Talia. C'est une crise. C'est moi, répondis-je. Juste pas la version que vous pouviez contrôler. Personne ne bougea. Personne ne s'excusa. Ils partirent sans avoir ouvert le dossier. Je fixai la porte bien après qu'elle se soit refermée, attendant que le regret arrive. Il ne vint pas. Camille posa doucement sa main sur mon bras. Tu l'as fait, dit-elle. Et pour la première fois depuis l'accident, je la crus. Tante Norin vint me chercher à l'hôpital un vendredi après-midi pluvieux. Elle avait déjà mis un coussin en plus sur le siège passager et une playlist de jazz doux murmurait à travers les haut-parleurs. Nous avons peu parlé pendant le trajet. Elle gardait les yeux sur la route et dit simplement, on prendra les choses un jour à la fois. Sa maison était calme, de plein pied, et sentait légèrement la mélisse et quelque chose de fraîchement cuit. Elle avait fait installer une rampe la semaine précédente. La chambre d'amis avait une douche à l'italienne et une pile de serviettes déjà rangées dans le placard. Elle me laissait de l'espace sans me faire sentir seule. C'est au dîner, une semaine plus tard, qu'elle m'a enfin dit ce qu'elle gardait probablement en elle depuis l'accident. Tu sais, ils ont fait la même chose à ton grand-père, dit-elle en se versant une tasse de thé. Ils ont vidé sa pension pendant qu'il était en soins palliatifs. Ont utilisé l'argent pour s'offrir croisière sur croisière. Il disait qu'il aurait voulu qu'ils profitent du temps qu'il leur restait. Je ne répondis pas. Je me contentais d'acquiescer, laissant le poids de ces mots s'installer. Ce n'était pas juste moi. Ça ne l'avait jamais été. La rééducation commença le lundi suivant. C'était éprouvant, chaque mouvement ressemblait à tirer mes membres à travers du béton. Mais chaque séance se terminait par un progrès, même minime. Tenir debout, garder l'équilibre, faire 3 pas avec un déambulateur. Je continuais. J'ai repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue. Des gens que je n'avais pas vus depuis la fac, ou depuis que le travail avait pris le dessus, ou depuis que les besoins de la famille passaient toujours en premier. Certains ont répondu, d'autres non, mais assez l'ont fait. J'ai déjeuné avec Carly, j'ai pris un appel de mon ancien mentor, j'ai invité quelques voisins à venir manger une soupe un soir, sans trop y réfléchir.
Camille est venue me rendre visite une semaine après mon emménagement. Elle avait apporté des muffins aux myrtilles et s'est assise avec moi sur le porche pendant que la pluie se calmait. Je sais que c'est techniquement contraire au règlement, dit-elle en souriant en balayant une miette de sa jupe. Mais j'aimerais t'inviter prendre un café un jour. Pas en tant qu'infirmière. Je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai simplement regardé, vraiment regardé, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la sécurité. De la chaleur. D'accord, ai-je dit. Ça me plairait. Nous sommes sortis ce dimanche-là. Le café était petit, coincé entre une librairie et un pressing. Elle a commandé un chai. J'ai pris un café noir. Nous n'avons pas parlé de l'hôpital, ni de l'accident, ni même de ma famille. Nous avons parlé de voyage, de musique, et de ce que cela signifie de recommencer. En remuant ma tasse, j'ai compris quelque chose de simple mais bouleversant. Je ne recommençais pas seule. 1 an plus tard, l'appartement sentait l'ail rôti et le romarin. J'avais dressé la table pour 5, juste assez pour ceux qui étaient restés. Camille avait apporté une tarte au citron dans une boîte nouée de ficelle. Et tante Norin est entrée avec une bouteille de cidre pétillant sous le bras. Carly et Marcus, de la rééducation, sont arrivés quelques minutes plus tard, les bras pleins de rire et d'histoire. Nous avons mangé lentement, parlé tous en même temps, fait passer les plats d'un côté à l'autre comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ce n'était pas vraiment une célébration, juste un moment. Un moment doux. Le genre qu'on n'oublie pas après ce qu'on a dû traverser. Après le dessert, pendant que Camille rinçait les assiettes et que Norin pliait les serviettes en 4, je suis allée dans la chambre pour prendre une bouffée de calme. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message d'Ivy s'est affiché à l'écran. On peut parler, juste toi et moi? Pas d'excuses. Pas de reconnaissance. Juste une nouvelle porte ouverte qu'elle n'avait pas méritée. J'ai laissé l'écran s'éteindre sans répondre. Le message resterait non lu comme les précédents. Je n'avais plus rien à expliquer. Certains ponts ne brûlent pas. Ils tombent simplement derrière vous, en silence. De retour dans le salon, Camille m'a versé un 2e verre de cidre et s'est appuyée contre mon épaule avec un soupir doux. Le genre de soupir qui ne vient que du confort, pas de l'effort. Au-dessus de la bibliothèque derrière elle, une petite carte encadrée reposait entre une photo de la côte de l'Oregon et un oiseau en céramique que mon grand-père m'avait offert un jour. Les lettres étaient simples. Parfois, le silence qu'on rend est la clôture qu'il mérite. Je n'avais pas besoin d'appeler. Je n'avais pas besoin de réparer. Le poids que je portais autrefois ne m'appartenait plus. En me laissant aller contre le canapé, le bourdonnement des conversations autour de moi ressemblait à un foyer. Silencieux. Choisi. Authentique. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme quelqu'un qu'on avait laissé derrière. Je me sentais comme quelqu'un qui était parti, pour de bonnes raisons, et qui avait enfin trouvé l'endroit où elle devait être.